Je suis dans une antenne toulonnaise dédiée au droit fiscal et j'exerce de manière conjointe mon activité chez Inextenso Avocat et Inextenso Expert Comptable, donc ce qui nous permet de proposer à nos clients, donc TPE, PME et particuliers de la région PACA, l'intervention vraiment d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du chiffre et du droit, donc les avocats et les experts comptables. Donc, j'assiste mes clients sur toutes les problématiques fiscales ou et douanières qu'ils peuvent rencontrer, et notamment sur des sujets, de pacte du trade, donc qui est le sujet du jour. Je vais laisser Thill, peut-être se présenter également. Merci Morgiane. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Thill Jouot. Je suis le référent juridique national au siège d'Inextenso ici à Lyon. Et j'anime le métier juridique droit des sociétés, droit des affaires et également fiscalité qui représente de nombreux juristes dans toute la France. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui. Je les salue et voilà, on va passer sur toutes vos questions. On en a eu beaucoup, beaucoup de questions. C'est parti. Avant de démarrer, juste petite précision, donc nous enregistrons ce direct du droit pour nous permettre de vous envoyer le lien vers le replay, bien sûr. Et donc voilà, nous avons retenu donc 14 questions. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez tout à fait les indiquer dans la conversation, hein. Et je ne pense pas que nous aurons le temps de les traiter dans l'heure qui nous est impartie, mais Morgiane Vous et pouvez Thill les pourront vous poser. recontacter. Voilà. Voilà, on Donc verra si ce sont des questions qui sont en lien avec les questions qu'on est en train de traiter. Ce sera un plaisir de rebondir dessus. Voilà, on a un petit peu moins d'une heure maintenant pour 14 questions qui sont pas toutes faciles. Donc voilà, on fera au mieux de ce que l'on pourra. Donc on démarre avec la première, tout de suite, sans plus attendre. Quels sont les points de vigilance lorsqu'on transmet son entreprise? Une question globale. Effectivement, alors du coup, c'est une question très générale pour commencer. C'est plutôt une bonne chose. Ça va nous permettre de préciser de quoi on va parler aujourd'hui. Quand on parle de transmission, schématiquement, ça va correspondre à deux choses différentes. Soit on transmet gratuitement, soit on transmet à titre onéreux, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on vend, on parle de cession. Aujourd'hui, on va évoquer principalement un mécanisme, le mécanisme donc du pacte du trade, qui permet de réduire le coût fiscal des transmissions à titre gratuit. Donc les transmissions à titre gratuit, on ne traitera pas dans le cadre du pacte du trade les cessions, les transmissions à titre onéreux, mais les transmissions à titre gratuit, c'est-à-dire les donations ou les successions. Donc le pacte du trade, il va s'appliquer à ces opérations de donation ou de succession, de transmission dans le cadre d'une succession. Pour reprendre un peu les deux notions de cession ou de donation-succession, dans une cession, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un vendeur qui va être imposé, parce que là je vais aborder l'aspect fiscal. Dans une cession, le vendeur il va être imposé sur la plus-value qu'il réalise. Comme il va récupérer de l'argent au terme de la vente, il va pouvoir sans trop de difficulté régler ses droits, régler cette imposition. Alors que dans une donation, eh bien, celui qui donne, le donateur, ne va pas récupérer d'argent et celui qui reçoit des biens va devoir régler des droits de mutation à titre gratuit. Ce sont les droits de donation. Le pacte du trade, il va avoir une incidence sur ces droits de donation. Mais si la personne, elle reçoit autre chose que de l'argent, notamment, une entreprise, alors que ce soit des titres d'une société, ou un fonds, de commerce à exploiter, eh bien cette personne-là, elle aura pas forcément les fonds nécessaires pour payer ses droits de donation. Donc pour éviter, notamment que les transmissions familiales, elles soient bloquées par cela, et que les enfants, par exemple, soient obligés de vendre l'entreprise pour pouvoir payer les droits, eh bien le législateur a mis en place le pacte du trade qui est, notre sujet principal du jour. Heu, alors quels sont les points de vigilance? S'agissant des points de vigilance, Non. forcément, on va en aborder plusieurs aujourd'hui, mais tout dépendra de la situation, forcément. De manière très générale et au-delà des aspects, trop techniques, les points de vigilance dans une transmission vont être liés aux parties, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées par la donation et il faudra donc se poser les bonnes questions. Première question, c'est à qui on veut transmettre, d'accord? On va voir ce qu'il est possible de faire, plein de choses sont possibles dans le cadre des donations. Donc la première question, bien sûr, c'est à qui on veut transmettre? La deuxième question, je pense, c'est, combien on veut transmettre, à la fois, quelle part on veut transmettre et pour quelle valeur.
Et puis, la dernière question, ça va être comment on veut transmettre. Une des réponses à cette question seront, bah, voilà, est-ce qu'on veut donner? Est-ce qu'on veut, ne rien récupérer? Ou est-ce que l'on veut vendre? Et on sera dans des cas de figure, très différents. Et donc à partir de là, il faudra s'assurer que toutes les parties, toutes les personnes concernées soient sur la même longueur d'onde et qu'ils adhèrent tous au projet de transmission. Ensuite, il y aura le rôle du conseil, qui sera fondamental pour vous accompagner tout au long des opérations juridiques et fiscales. Très bien pour cette première, entrée en matière. Et donc on va attaquer le vif du sujet, le pacte Dutreil en lui-même. Morgiane, est-ce que tu peux nous décrire, brièvement de quoi il s'agit? Oui, alors, donc ce qu'on appelle communément le pacte Dutreil, c'est en fait, ça consiste en des engagements qui vont être pris par, les associés d'une société, de conserver les titres qu'ils détiennent, dans cette société pendant un certain temps, en vue de leur donation ou d'une éventuelle succession. Et c'est un engagement qui devra être également pris après la donation ou la succession par les héritiers ou donataires. Donc en fait, la prise, de ces engagements de conservation, donc jusqu'à la fin, d'un délai, imparti, permettra, aux associés et aux héritiers donc de bénéficier d'une exonération, des droits de donation ou de succession à hauteur de 75 de la valeur des titres donnés ou transmis. Donc une fois que le dispositif en fait, Dutreil est mis en place, on appliquera, donc un abattement de 75 sur la valeur des titres transmis et donc seuls 25 de la valeur des titres, finalement, sera soumise aux droits de donation ou de succession. Donc on aura, tout d'abord un engagement collectif qui va être pris par les personnes qui envisagent de donner leurs titres et on aura ensuite, dans un second temps, un engagement individuel qui sera pris, par chaque, héritier ou donataire, donc ceux qui reçoivent les titres. Alors c'est pris en principe par écrit, alors on a une exception, où on peut ne pas avoir d'engagement écrit, mais c'est quand on est en mesure de prouver que les conditions ont été respectées dans le passé, mais ça c'est un cas exceptionnel et aujourd'hui on va rester vraiment sur, le cas basique avec, l'engagement collectif, de 2 ans suivi d'un engagement individuel de 4 ans. Heu et donc on restera sur ce cas basique aujourd'hui. Et à titre de précision, on peut cumuler, ce dispositif avec d'autres, dispositifs avantageux. Donc on a par exemple, les 100 000 € d'abattement, par parent et par enfant, donc tous les 15 ans. Et on a aussi un abattement de 50 sur les droits dus lorsque le donateur a mis en place un Dutreil et qu'il a moins de 70 ans. Voilà, donc ça, c'est juste à titre d'information, savoir que le Dutreil peut être cumulé, aussi avec ces autres dispositifs. Très bien, merci. Et du coup, est-ce que toutes les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif? Alors non, mais beaucoup d'entreprises peuvent en bénéficier. Donc la réponse c'est non. Toutes les entreprises, elles peuvent pas, bénéficier du mécanisme, du pacte Dutreil. Vous pouvez tout à fait, hein, pour ces entreprises, qui ne peuvent pas bénéficier du pacte Dutreil, faire des donations, faire des transmissions. C'est juste que le mécanisme, d'exonération, à hauteur de 75 eh bien, ne sera pas applicable. Il est réservé le pacte Dutreil aux entreprises qui exercent une activité spécifique. Alors les activités sont assez larges, sont les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, et également les activités de marchand de biens et les activités de construction, vente d'immeubles. Donc on le voit, ça concerne, quand même de nombreuses entreprises, et donc finalement les sociétés qui sont exclues sont celles qui ont des activités purement civiles. C'est-à-dire des, entreprises qui vont se contenter de gérer un patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier, et l'exemple, le plus, heu, qui illustre le mieux, une des entités qui va être exclue du régime, du pacte Dutreil, ce sont par exemple les SCI, puisque les SCI, elles se contentent de gérer un patrimoine, en l'occurrence immobilier, qu'elles donnent en simple location. Ça, c'est sur l'activité. Ensuite, s'agissant de la forme de l'entreprise et même, si on va surtout évoquer les transmissions de titres de société, par exemple les parts sociales de SARL ou les actions de SAS, eh bien le pacte Dutreil, il fonctionne que l'entreprise soit exploitée sous forme de société, c'est les exemples qu'on va vous donner le plus souvent, mais également les transmissions d'entreprise sous forme d'entreprise individuelle. Dans ce cas, en cas de transmission d'une entreprise individuelle, le pacte Dutreil fonctionnera dans le cadre de la donation, de la transmission du fonds de commerce de l'entreprise et non pas des titres, des parts sociales ou des actions de la structure.
Et enfin, s'agissant des sociétés, eh bien, il est même possible d'utiliser le pacte Dutreil pour transmettre des sociétés étrangères, voire dans certains cas des sociétés qui n'ont pas de personnalité morale. On est dans des cas très spécifiques, mais voilà, cela est possible. Donc sur les professions libérales, au niveau du critère de l'activité, il n'y a pas de difficulté. On peut transmettre une entreprise libérale. En revanche, il faut faire attention sur l'exemple qui est posé dans la question. Sur les professions libérales, comme on a une obligation dans le cadre du mécanisme du pacte Dutreil d'avoir une fonction de direction par une personne qui bénéficie de la transmission, la plupart des activités libérales qui vont être réglementées nécessiteront que la personne qui prend la direction de la structure, eh bien, ait la qualification professionnelle correspondante. Si par exemple, on veut me transmettre une entreprise de maçonnerie, eh bien, il faudra que moi, j'exerce la fonction de direction à un moment donné dans le mécanisme du pacte Dutreil. Il faut que j'ai mes diplômes de maçon pour pouvoir en justifier, pour pouvoir prendre la direction de la structure. Donc, toutes les entreprises, toutes les activités que je vous ai listées sont éligibles. En revanche, voilà, il faudra faire attention sur la capacité des personnes et les justificatifs que les personnes vont pouvoir fournir pour pouvoir exercer la fonction de direction dans la structure. Deuxième question du coup sur cette question numéro 3, quelles sont les conditions? Alors, on peut les regrouper, les conditions d'application du pacte Dutreil, on ne va pas rentrer dans tous les détails, toutes les exceptions et autres, mais on peut les regrouper en 3 catégories. La première condition, elle tient à l'activité de l'entreprise, qui est transmise, c'est ce qu'on vient de voir. On a la condition de conservation des titres dont Morgiane nous a parlé sur la période de 6 ans minimum. Voilà, on ne va pas forcément rentrer plus dans le détail, mais on a une première période de 2 ans, puis une période de 4 ans. Et ensuite, une dernière condition qui est relative, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, qui est relative à la direction de l'entreprise sur une période un peu plus courte, sur une période de 5 ans minimum. On a 2 ans et 3 ans. On a 2 périodes distinctes également, comme les périodes de conservation. Donc voilà les conditions de manière un peu global, hein. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Vous retrouverez ces informations-là si vous le souhaitez dans les articles qu'on a pu rédiger par exemple ou sur Internet. Mais voilà, il y a 3 grandes catégories d'obligations, de conditions pour la mise en place du pacte Dutreil. Merci Thiel. Et du coup, est-ce que c'est applicable aux loueurs en meublé professionnel ou non professionnel et si oui, Et si oui, quelles sont les conditions? Eh bien, alors ça, c'est une bonne question. On va dire que la question, elle a été tranchée par l'administration fiscale dans ses commentaires assez récemment. Donc la réponse, c'est non. Le pacte Dutreil ne peut pas bénéficier aux activités de location immobilière, que les biens immobiliers soient meublés ou non. Donc la réponse, c'est non. Ça a été tranché par l'administration fiscale en 2019. Il y a eu un long débat, et je pense que c'est pour ça que la question est posée, il y a eu un long débat à ce sujet, car en droit civil, en droit français, on a toujours d'une part le droit civil et le droit fiscal, qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes interprétations des mêmes textes ou des mêmes notions. Et en droit civil, la location d'immeubles meublés à usage d'habitation, ce que font les loueurs en meublé professionnels, les LMP, et également les loueurs en meublé non professionnels, les LMNP, eh bien c'est une activité civile qui, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas éligible au pacte Dutreil. Mais en droit fiscal général, on va dire, ces activités sont considérées comme commerciales puisque les revenus sont imposés dans la catégorie des BIC. Si vous pouvez couper vos micros, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait sympathique. Donc en droit fiscal, voilà, on avait une interprétation de cette activité comme étant une activité commerciale, donc a priori plutôt éligible, puisque voilà, on est en bénéfices industriels et commerciaux pour ces personnes. On aurait pu donc défendre une interprétation en ce sens. Et depuis 2019, le BOFIP, donc c'est le bulletin officiel des finances publiques, énonce clairement que ces activités de loueurs en meublé professionnel et loueurs en meublé non professionnel sont exclues. Donc, on va généralement fortement déconseiller d'essayer d'appliquer un pacte Dutreil sur des transmissions en LMP ou LMNP. Bien entendu, le sujet il est susceptible d'évoluer parce que la loi elle vient pas trancher définitivement le sujet. Elle parle juste d'activités qui sont commerciales. Donc la question est toujours de savoir si c'est une activité commerciale ou non. Donc tant que la loi ne vient pas repréciser les choses
voilà, on pourrait avoir une évolution. Donc, en théorie, les contribuables, ils pourraient toujours essayer de contester cette position de l'administration fiscale, hein, puisque le BOFIP peut toujours être contesté en justice. Mais la contestation de ces commentaires administratifs, elle se fait au risque et péril du contribuable. Donc, on conseille fortement de ne pas y avoir recours. Et puis, dernier point, justement pour montrer que des fois ça fonctionne, on a en 2021 un arrêt d'une cour d'appel qui a validé l'application du pacte du trade dans le cadre d'une transmission de loi en meublé professionnel. Donc, la réponse c'est non, mais à suivre. 3 petits points. Donc, mais voilà, on conseille de pas prendre le risque. OK, très bien, merci. Et du coup, concrètement, comment on met en place un pacte du trade alors? Quelles sont les différentes étapes? Donc, je dirais que la première étape, Thiel en a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est vraiment qu'il y ait une réflexion entre les donateurs et les donataires. Voilà, est-ce qu'on part bien sur une donation? Puisque c'est, comme on l'a expliqué, uniquement dans ce cas et dans les cas de succession que le pacte du trade s'applique. Donc il faut déjà qu'on ait une réflexion de savoir si on veut bien donner et pas plutôt céder. Il faut se poser cette question parce que, comme on l'a dit, il y a une prise d'engagement de conservation des titres pendant au minimum 6 ans. Donc, il faut être quand même raccord entre donateurs et donataires, de ne pas avoir d'objectif de vente d'un côté ou de l'autre à court terme ou moyen terme. Donc je pense que là, c'est vraiment, cette question-là à se poser avant de vraiment se lancer dans la mise en place du trade. Autre chose que je voulais préciser aussi à ce stade, c'est que, l'administration fiscale ne fait pas de contrôle, des conditions du Jutreil au moment de sa mise en place, c'est-à-dire au moment où on va souscrire l'engagement collectif, ni, d'ailleurs au moment de la donation, mais elle va pouvoir contrôler après. Donc on n'a pas de contrôle a priori de l'administration fiscale, mais ça va être un contrôle a posteriori, et donc si les conditions ne sont pas remplies, elles pourront être identifiées a posteriori par l'administration fiscale et l'administration fiscale, dans ce cas, pourra être tentée de remettre en cause l'application du régime du trade. Donc, s'il ne se passe rien du côté de l'administration fiscale, ce serait une acceptation tacite. Mais si elle veut, elle peut venir chercher, contester l'application du trade a posteriori. Donc, c'est pour ça, c'est un des arguments pour lesquels il faut bien faire attention en amont à ce qui va être fait dans les 6 années à venir et bien se poser pour vraiment être certain de son projet. L'étape suivante, donc une fois qu'il a été décidé effectivement de mettre en place, ce qu'on appelle le pacte du trade. Donc il y a une première étape, où le conseil va vérifier l'éligibilité de la structure et des associés à la mise en place du trade. Donc on va venir vérifier, toutes les conditions finalement, que, Thiel a citées tout à l'heure. Donc on va vérifier si l'activité de la société est éligible. On va vérifier, si, les seuils de détention sur lesquels vont porter l'engagement collectif sont atteints, puisqu'on a, des seuils de détention minimum, à respecter, pour que ça fonctionne. On va regarder, qui exerce les fonctions de direction, et cetera. Alors on a aussi une condition, lorsqu'on veut mettre en place un du trade sur des holdings animatrices, sur ce point qui est, on va dire un peu plus complexe. On vous renvoie à notre direct du droit précédent sur, le thème de la holding animatrice, donc qui est, disponible en replay sur la chaîne, YouTube EU Avocat. Si vous avez besoin d'informations sur, cette notion ici de holding animatrice. On rentrera pas trop dans le détail là-dessus, aujourd'hui. Donc la troisième étape, après avoir vérifié l'éligibilité de la structure et donc si effectivement, la structure est éligible, pour mettre en place un du trade. La troisième étape, donc on va, passer aux aspects rédactionnels. Donc on va avoir la rédaction et l'enregistrement auprès du SIE d'un engagement collectif de conservation, par, les associés. Étant précisé que, on peut très bien aussi donner les titres d'une société à associé unique et dans ce cas, on ne parlera pas d'engagement collectif, mais d'engagement unilatéral. Et il faudra, faire une notification à la société qu'un engagement de conservation a été pris. Donc ça, c'est nécessaire puisque, au moment de la donation ou de la succession, normalement la société doit, émettre une attestation comme quoi les conditions ont été remplies, pendant, donc tout au long de l'engagement collectif et donc il faut que la société ait l'information que les associés ont pris des engagements sur les titres.
Donc voilà pour cette 3e étape. Donc ensuite, là intervient la donation ou le décès. Et donc, notre 4e étape intervient en parallèle finalement à la donation ou à la succession. Donc on aura 2 choses, la prise d'engagement individuel par le ou les donataires. Donc là, c'est un engagement par personne. C'est pas collectif, hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment individuel, à ne pas confondre donc avec l'engagement unilatéral qui est pris par un seul associé, mais avant la donation. Donc, il faudra également une attestation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la société au moment de la transmission, attestant que les conditions ont bien été remplies jusqu'à la date de transmission. Et la 5e étape, ça va être à l'échéance du délai. Donc, à l'échéance du délai total de 6 ans, donc après les 4 ans qui auront été faits après la transmission, on aura une attestation finale qui doit être transmise au SIE, comme quoi les conditions ont été remplies pendant toute la durée des engagements de conservation. Et si ce n'est pas fait, l'administration peut demander de régulariser, donc elle peut demander de le faire dans un certain délai, et dans ce cas, il sera toujours possible d'envoyer cette attestation finale. Et donc, en principe, hein, c'est la dernière étape pour la mise en place du Dutreil. Donc, quels sont les éléments nécessaires pour que l'administration fiscale valide le pacte Dutreil? C'est que toutes les conditions soient remplies et que toutes les conditions de forme que je viens de citer, les étapes aient été suivies de façon précise et dans les délais impartis. Très bien. Alors, on a la question suivante qu'on nous a posée effectivement, suite à ça, c'est comment on fait si on souhaite faire valider, le projet de pacte Dutreil, par l'administration fiscale via un rescrit? Oui, Et est-ce que l'administration est obligée de nous répondre? alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, c'est que l'administration ne fait en principe pas de contrôle a priori, mais uniquement a posteriori. Donc, pour ceux qui sont mal à l'aise avec ce contrôle a posteriori, on a effectivement une possibilité qui est de faire une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir une prise de position officielle de l'administration fiscale à ce sujet. Alors, on a 2 types de rescrits différents. Donc, on a des rescrits spécifiques qui sont prévus dans des cas vraiment limités par l'administration fiscale, donc qui donnent obligation à l'administration fiscale de répondre dans un délai de 6 mois et pour lesquels le silence vaut acceptation. Mais attention, le dispositif Dutreil n'apparaît pas dans cette liste. Et donc, on serait sur le 2e type de rescrit, donc c'est-à-dire le rescrit général, où là, on n'a pas d'obligation de réponse de l'administration fiscale. Et donc, là, elle a un délai de 3 mois pour répondre. Et comme elle n'a pas d'obligation de réponse, si l'administration fiscale n'a pas répondu dans le délai de 3 mois, ça équivaut à une décision de rejet implicite. Donc attention à ne pas confondre ces 2 rescrits. Pour le Dutreil, on serait vraiment dans le cas où le défaut de réponse équivaut à un rejet. En tout état de cause, si vous envisagez de déposer une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale dans le cadre d'une prise de position sur le régime Dutreil, on vous encourage fortement à faire appel à un professionnel qui pourra vraiment vous accompagner déjà pour déterminer l'opportunité de déposer une demande de rescrit. Donc, est-ce qu'on remplit les conditions et c'est certain, ou est-ce qu'il est vraiment nécessaire de déposer un rescrit parce qu'on est dans un cas un peu particulier? Le professionnel pourra également vous accompagner pour rédiger la demande de rescrit et vous expliquer les suites à donner selon qu'il y ait une réponse ou non de la part de l'administration fiscale. Très bien, merci. Une des questions qu'on nous a posées également, c'est le coût du dispositif, du pacte Dutreil. C'est une bonne question puisque le pacte Dutreil n'est pas gratuit. On est dans le cadre d'une donation, on transmet des choses gratuitement, mais l'accompagnement et la mise en place du pacte Dutreil nécessairement nécessitent du travail. Pour mettre en place un pacte Dutreil, c'est quand même relativement simple en termes d'opérateurs. Il faut prévoir 2 choses, les honoraires de votre conseil et les droits d'enregistrement à verser aux impôts pour enregistrer le pacte, comme l'a énoncé tout à l'heure Morgiane. Ces coûts, vont vous permettre d'économiser, substantiellement, sur ceux qui vont devoir être versés au trésor public à l'occasion de la transmission, de la donation. Donc c'est quand même un bon investissement. Donc pour vous donner des chiffres, sur la partie droit d'enregistrement du pacte, la partie, à verser au trésor public, on est sur un tarif, fixe de 125 €. Donc peu importe ce que vous allez transmettre, peu importe la valeur des biens que vous allez transmettre, le
tarif d'enregistrement du pack du trail sera toujours de 125 €. Après, au moment de la donation, vous aurez des droits qui seront proportionnels à ce que vous, allez transmettre, hein. C'est là que le pack du trail, aura son intérêt. C'est là que l'exonération de 75 sera applicable. Mais au moment du pack du trail, l'enregistrement, c'est un coût fixe de 125 € et l'objectif de cet enregistrement, c'est pas de vous prendre juste 125 €, c'est, bien sûr de rendre opposable le pacte à l'administration fiscale, de lui donner une date certaine, que les choses soient bien, figées dans le marbre. Ça, c'est le premier point, les 125 € d'enregistrement de l'acte. Ensuite, les honoraires de votre conseil, que ce soit un expert comptable, un notaire ou un avocat, vont dépendre forcément, de l'analyse que votre conseil va faire de la situation et de la complexité. Là, on vous donne des exemples qui sont relativement simples sur une transmission d'une entreprise qui a une seule activité, qui est éligible, on conserve bien les titres. On a tout un tas de cas de figure, on vient de parler tout à l'heure de la holding animatrice, qui peuvent rendre, les schémas beaucoup plus compliqués, qui nécessitent une analyse beaucoup plus poussée, des fois plusieurs pactes du trail pour une même opération de donation. Je vais quand même vous donner des chiffres. Il faut compter, pour une situation normale et sans cas, trop complexes. Il faut compter environ 2 000 € à 5 000 €, pour la mise en place du pack du trail et dans des cas complexes ou très exceptionnels, ça peut monter à 10 000 € ou plus. En contrepartie, malgré tout, pour vous donner un exemple qui se trouve, sur le blog d'Inextenso, qui s'appelle Le Magazine, sur une transmission qui est évaluée à 1,5 million d'euros, à 1,5 million d'euros, les droits qui sont dus au Trésor public passent de 276 000 € sans pack du trail à 31 000 € avec un pack du trail. Donc on est sur une économie, dans ce cas de figure, dans cet exemple que vous pourrez retrouver, sur notre site, on se retrouve sur une économie de 245 000 €. Donc même sur un cas, très, compliqué avec un montant d'honoraires élevé, l'économie de 245 000 € étant sécurisée, vous êtes sûr que, l'administration fiscale va pas vous redemander ces 245 000 € un jour. Ça peut valoir le coup, je pense que ça vaut le coup, d'investir dans un bon conseil et d'être, bien accompagné. Très bien, merci pour ces précisions. Une question, assez généraliste aussi, quels sont les avantages et les risques? On va dire qu'on peut tout mettre au singulier. Il y a un avantage, et un risque en gros, hein. Bon, l'avantage est assez simple en fait, donc on a un avantage qui est purement fiscal, dont on vient de voir, le résultat dans mon exemple. Le pack du trail, il vous permet de réduire l'assiette des droits de donation de 75. Qu'est-ce que ça veut dire réduire l'assiette des droits de donation de 75? C'est que vous donnez 100, on vous taxe comme si vous donniez 25. Vous donnez quand même 100, vous donnez, aux personnes, à qui vous souhaitez transmettre, pour, une valeur de 100, l'administration fiscale fait comme si elle en avait eu que 25 et calcule les droits sur, ces 25. Donc c'est assez simple. C'est juste ça, c'est pour favoriser la transmission des entreprises. Les risques, le risque, on va dire, alors les risques sont assez nombreux puisque, voilà, vous avez tout un tas de conditions d'application du pack du trail qu'il faut respecter. Donc on pourrait dire que on a un risque à chaque condition. Et si jamais, une de ces conditions n'est pas respectée, et bien l'avantage fiscal dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va tomber et vous devrez acquitter le complément, des droits. L'administration fiscale va dire: «Ah, j'ai considéré que vous aviez, transmis que 25. En fait, vous n'aviez pas respecté les conditions du pacte. Je reviens sur, l'opération et je vais vous demander de payer les droits comme si vous aviez transmis 100», ce qui est le cas. Dans mon exemple, le risque, c'est donc de devoir payer les, 246 000 € d'économies, auxquels vont s'ajouter les intérêts de retard. Alors les intérêts de retard en matière fiscale, ils sont assez, faibles, enfin, ils donnent l'impression qu'ils sont faibles, c'est de 0,4 par mois. Mais dans mon exemple, ça correspond à quasiment 1 000 € par mois, ce qui n'est pas négligeable puisque l'administration fiscale va venir vous, retoquer l'opération souvent à la fin du mécanisme ou en tout cas plusieurs années, après le moment où vous auriez dû payer les droits de donation complets. Donc un avantage, considérable d'un point de vue fiscal. Le risque finalement, c'est, eh bien, de devoir payer, de devoir se passer, l'exonération du pacte Dutreil et de devoir payer des droits, de mutation à titre gratuit beaucoup plus élevés.
À qui je peux, transmettre en bénéficiant du pacte Dutreil? Ça, c'est vrai qu'on donne toujours des exemples de transmission intrafamiliale, mais en bénéficiant du pacte Dutreil, on peut transmettre à tout le monde, à n'importe qui. On aura toujours le même système, on n'a pas une condition qui est liée à la qualité ou le lien, familial entre, la personne qui transmet et celui qui reçoit, concernant le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, il va toujours permettre de retenir fiscalement, uniquement 25 de la valeur de ce que vous donnez, donc après une exonération de 75. Une fois ce calcul fait, le fait de retenir 25 à la place de 100, eh bien, ça c'est le mécanisme du pacte Dutreil, une fois qu'on a fait ce calcul, on va multiplier le montant que l'on retient, en l'occurrence mes 25, par le, pourcentage qui est prévu au barème, en fonction du lien de parenté et du montant. On a un barème dans le code général des impôts, le barème des droits de mutation à titre gratuit. Donc pourquoi on a un barème? C'est qu'en fonction donc du lien, de parenté on va avoir des tableaux différents et dans ces tableaux, en fait, on va avoir des pourcentages qui vont être différents en fonction de la tranche, du montant, des sommes que l'on donne. Donc on a un barème à tranche comme le barème de l'impôt sur le revenu, que vous connaissez. Quand on est donc dans une donation, ou une succession en ligne directe, c'est-à-dire, entre enfants ou parents, ou entre époux et pacsés, eh bien ces barèmes, ces tranches, elles vont de 5 à 45 en fonction du montant, des sommes. Alors, si vous êtes dans la tranche à 45 ça ne veut pas dire que l'intégralité de ce que vous transmettez, ou de la valeur qui a été retenue sera à 45 hein, c'est juste une tranche. On devra découper en fonction du montant, ce qui est soumis à 5 ce qui est soumis à 10, à 15, jusqu'à 45 Donc le montant, il peut aller de 5 à 45 en ligne directe ou entre époux et pacsés. Entre frères et sœurs, le barème est beaucoup plus simple, il n'est pas forcément mieux, mais il est plus simple. La première tranche, elle est à 35 et la dernière tranche, ça va être la deuxième tranche, elle est à 45 et si jamais vous transmettez à des non-parents, des personnes qui n'ont pas de lien de parenté, ou qui ont, un lien de parenté au-delà du 4e degré, eh bien vous, devrez appliquer un taux de 60 Donc le pacte Dutreil, il va toujours s'appliquer, même si vous transmettez à quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Vous aurez, si vous lui transmettez 100, vous n'allez pas, être imposé à hauteur de 60 de ces 100. Vous n'allez pas, devoir lui donner que 40 et 60 à l'État. Vous allez retenir 25 parce que vous avez mis en place un pacte Dutreil et sur ces 25, seulement 60 s'appliqueront, mais sur cette assiette de 25. Donc le pacte Dutreil fonctionne, quelle que soit la personne à qui vous transmettez. Et puis, il faut noter, hein, qu'au-delà de ce barème, et du mécanisme du pacte Dutreil, il y a des abattements spécifiques, hein. Morgane, a parlé de certains, abattements tout à l'heure qui existe pour les transmissions à titre gratuit. Donc on a les abattements, familiaux, hein, les 100 000 € par enfant tous les 15 ans dont Morgane a parlé. Vous avez aussi 31 865 € par, petits-enfants. Vous en avez même un, pour les arrière-petits-enfants qui doit être à 5 310 €. Et vous avez des abattements spécifiques. Vous avez notamment un abattement spécifique de 159 325 € quand vous allez, transmettre à quelqu'un qui est atteint d'un handicap, et ça, quel que soit le lien familial, même s'il n'y a pas de lien familial, vous aurez cet abattement de 159 000 €, 159 000 et quelques euros. Et puis vous avez plein d'autres abattements qui se cumulent. On a parlé tout à l'heure, Morgane a parlé de, alors c'était pas un abattement, c'était une réduction, sur, le montant des droits, une réduction de 50 si vous transmettez, dans le cadre du pacte Dutreil, des titres en pleine propriété avant vos 70 ans. Mais vous avez aussi, parce que c'est un cas de figure qui peut se rencontrer, vous avez un abattement de 300 000 €. Lorsque vous transmettez à un salarié, et que ce salarié, poursuit l'activité de votre entreprise pendant une durée, je crois de 5 ans. Donc voilà, il y a tout un tas d'abattements qui viennent se greffer en plus du pacte Dutreil, qui seront eux, pour le coup, dépendants de, la personne, du bénéficiaire de la donation. En revanche, le pacte Dutreil, lui, s'applique quel que soit le donataire. Très bien. Morgiane, une question pour toi sur, la possibilité de mettre en place une période de transition pour évoluer, en partenariat avec le repreneur.
Oui, effectivement, en fait, c'est dans l'essence même, hein, du dispositif de Pacte Dutreil, hein. Le pacte est conçu, en fait, pour que, la transmission se fasse progressivement, et donc on a des règles assez strictes à respecter en ce qui concerne les fonctions de direction qui doivent être, menées donc soit par les signataires, de l'engagement collectif, donc soit par les héritiers ou les donateurs selon donc, à quel moment on est dans le temps. Mais oui, effectivement, on a cette période de transition qui est tout à fait, possible. Alors en termes d'actionnariat, en fait, on peut donner, par exemple, seulement une partie des titres, mais il faudra faire attention, parce qu'il y a des seuils à respecter. Donc si on donne qu'une partie, il y aura il faudra faire attention que les seuils soient toujours respectés. Et en ce qui concerne les fonctions de direction, on peut aussi avoir, par exemple, un changement de direction en cours d'engagement. Ça ne pose pas de problème. Il faut simplement éviter qu'il y ait une vacance, de maximum 3 mois, puisque si on a une vacance de plus de 3 mois, ça peut remettre en cause le Dutreil. Et on peut aussi mettre en place une cogérance. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites quand même pour qu'on puisse effectivement, voilà, prévoir une transmission progressive, dans les règles de l'art. Très bien, on poursuit avec les questions. Ce type de transmission est-elle envisageable pour une holding passive? Alors, oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une activité, industrielle, commerciale, libérale ou autre et que ce n'était pas ouvert aux, activités civiles. Et bien là, c'est une exception, à ce critère d'activité, puisqu'on a la possibilité, c'est la seule exception, enfin une des seules exceptions à la condition d'activité dont on vous a parlé tout à l'heure. Malgré, son activité civile, la holding, elle gère son patrimoine mobilier, elle détient des titres d'autres sociétés, donc ça, c'est la gestion d'un patrimoine mobilier. Et quand on dit passif, c'est qu'elle n'a aucun rôle actif dans la conduite de la politique de sa structure. Donc, elle n'a même pas un rôle de conseil, elle n'a même pas un rôle d'organisation, de direction, de management. Donc, elle n'a pas une activité considérée comme commerciale. Mais la holding passive, si vous transmettez une holding passive, donc par l'intermédiaire de la transmission de la holding passive, vous transmettez indirectement les sociétés qui sont détenues par cette holding, eh bien vous allez pouvoir bénéficier du pacte Dutreil si jamais cette holding passive, elle détient elle-même des titres de sociétés dont l'activité est éligible. On parle dans ce cas-là d'une transmission de société interposée. La société holding, elle s'interpose entre la personne qui transmet et les sociétés qui sont éligibles. Alors, c'est pas forcément souvent le cas et c'est encore une couche de complexité, mais on peut avoir 2 niveaux d'interposition. On peut même avoir 2 sociétés holding. Donc là, ça si on avait, une société holding qui détient encore une société holding qui détient des titres de société éligibles, ça rentre pas exactement dans la définition que je vous ai donnée, puisque la société holding que vous transmettez, elle ne détient pas directement des titres de société éligibles, elle détient juste des titres d'une autre société holding. Donc ça, c'est aussi possible dans la limite donc de 2 niveaux d'interposition. Donc c'est possible, mais le mécanisme, alors, je dis pas qu'on on fait pas, bien loin de là, c'est juste que je vais pas rentrer dans le détail. Le mécanisme, il est un peu plus compliqué, puisque, les obligations de conservation, et de direction, eh bien, elles ne sont pas sur les mêmes entités. On va transmettre des titres, d'une société, passive, mais on aura des obligations de conservation en fonction de si c'est l'engagement collectif unilatéral ou l'engagement individuel qui porteront sur des structures différentes. Et de la même manière, la condition de direction, elle portera sur des entités différentes par rapport à un pacte Dutreil classique. Donc là, il faudra vraiment faire attention à tous ces petits pièges. Eh bien, par exemple, pour ne pas mettre le mandat de direction sur la mauvaise structure, pour ne pas signer l'engagement individuel sur la mauvaise société. C'est vraiment, là qu'on va avoir le plus de difficultés à faire bien en sorte d'avoir un pack Dutreil qui soit, bien adapté, à, la transmission avec un pack Dutreil sur une holding passive. Et le point aussi qui est assez important, c'est que une holding passive, elle va pouvoir détenir des titres de sociétés qui sont éligibles, mais aussi des titres de sociétés qui ne sont pas éligibles. Si par exemple j'ai une société holding passive qui détient des titres de ma société commerciale, mais qu'elle détient aussi des titres de SCI, eh bien, quand je vais transmettre les titres de ma holding passive, je transmets le tout, hein, mais l'exonération de 75% du pacte Dutreil, eh bien, elle va être proratisée à la valeur des sociétés qui sont détenues, dont l'activité est éligible. D'accord? Donc je ne vais pas bénéficier de 75% d'exonération sur la totalité de la valeur de ma holding passive, mais uniquement sur la valeur détenue
en sous-jacent par ma société holding dans des sociétés éligibles, avec l'activité éligible. Voilà, c'est les 2 points sur la mise en place et sur le calcul de l'exonération qui sont, un peu plus, délicates. Très bien. Morgiane, est-il possible de conserver l'usufruit et donner l'entreprise à une partie des enfants? Alors, dans cette question, en fait, il y a 2 questions. Finalement, il y a une première question, c'est: est-ce qu'on peut conserver l'usufruit et donner uniquement la nue propriété? Et la deuxième question, c'est: est-ce qu'on peut donner à une partie des enfants seulement? Donc, sur la première question, sur la conservation de l'usufruit, donc oui, bien sûr, il est possible de bénéficier du dispositif Dutreil sur la donation de la nue propriété des titres uniquement. Donc là, attention, parce qu'il y a une particularité, hein, il faut dans ce cas que les droits de vote de l'usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Donc il y aura potentiellement une modification des statuts à prévoir à ce sujet. Alors attention parce que quand on donne uniquement la nue propriété des titres et pas la pleine propriété des titres, à la fin de la transmission, le résultat n'est pas le même. Je m'explique. Donc fiscalement, ça va être intéressant puisque si on fait une donation uniquement de la nue propriété et pas de la pleine propriété, les droits de donation seront calculés uniquement sur la valeur de la nue propriété, donc qui dépend de l'âge du donateur. Mais attention, si les enfants n'ont que la nue propriété, et que, le donateur, se conserve l'usufruit, les enfants n'auront pas les dividendes, hein, qui resteront, versés à l'usufruitier. Heu, Sur la deuxième question, donc est-ce qu'on peut donner l'entreprise à une partie des enfants? Donc on peut effectivement, transmettre son entreprise à une partie des enfants, mais alors attention puisque là, on rentre dans des, problématiques, on va dire au niveau des règles successorales puisque chaque enfant doit normalement dans la succession recevoir la même chose, donc il faudra, trouver un moyen de désintéresser les autres enfants, de façon équitable. C'est un point important, sur le sujet de l'usufruit. On voit souvent, hein, que c'est le mécanisme ultime d'associer un pacte Dutreil, à une donation avec une réserve d'usufruit, donc on va transmettre que la nue propriété. Mais c'est vraiment pas la même chose que de transmettre la totalité de la structure, donc en pleine propriété. Puisqu'effectivement, comme Morgiane le disait, la personne qui transmet, eh bien, conserve l'usufruit jusque bien souvent à la fin de sa vie et donc va continuer de percevoir les dividendes, tout au long de sa vie. Alors, c'est pas forcément en soi une mauvaise chose, mais comme on vous le disait au tout début, il faut que ce soit bien clair entre les personnes qui sont parties à la donation, celui qui donne, ceux qui reçoivent, celui ou ceux qui reçoivent et bien que, jusqu'au décès, de l'associé, qui était dirigeant, qui a créé la structure et qui a voulu la transmettre, eh bien, c'est lui qui bénéficiera, eh bien, de la rémunération du capital des titres qui sont détenus. Donc c'est idéal d'un point de vue fiscal puisqu'on atteint des économies d'impôts, phénoménales. En revanche, voilà, c'est pas le même résultat d'un point de vue juridique que de transmettre, la totalité de la pleine propriété des parts, des actions. Merci pour ces précisions et je pense que nous arrivons à la dernière question, donc bravo vous pour le respect du timing à tous les 2. D'ailleurs, si je On peux a eu prolonger une sur la question un peu ah précise qu'on a globalisée, mais oui. quel est le montage pour vendre une partie et l'autre sous forme de donation? Tout à fait. Alors d'ailleurs, on a été tellement performant sur le timing que si jamais vous avez une petite question ou 2, n'hésitez pas à la mettre dans Dans la les dans la discussion, dans commentaires. la conversation. On verra si on est en mesure d'y répondre, immédiatement. Mais voilà, donc j'enchaîne. Sur, le montage, pour, vendre une partie, des parts qu'on va détenir et l'autre, la transmettre sous forme de donation. Dans ce cas-là, c'est relativement simple. Alors, il faudra faire attention parce que quand on a 2 mécanismes en parallèle, il faut, des fois, bien souvent, ça multiplie les risques. Donc on va réaliser, en fait, 2 opérations, distinctes. On va effectuer une vente sur une partie des titres, la vente, de parts sociales ou la vente, d'actions. C'est quelque chose de relativement simple. Sur la partie vente, eh bien, on aura des notions de plus-value, on aura des droits d'enregistrement qui sont différents de ceux de la donation. Et puis sur l'autre partie, sur l'autre opération, eh bien, on va réaliser, une donation et sur cette donation et seulement sur cette donation, on sera, en mesure, si on respecte les conditions, eh bien, de bénéficier du pacte Dutreil. Dans ce cas de figure, il faut bien faire attention, puisque, on a des seuils de conservation, on a des niveaux de conservation du capital social dans le cadre du pacte Dutreil que l'on doit respecter.
Pour les sociétés non cotées, il faut détenir et conserver au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Alors pourquoi on a deux chiffres différents? Normalement, c'est dans la grande majorité des cas, on va être sur exactement le même pourcentage, hein, parce que la plupart du temps, une action ou une part donne droit à une voix. Donc la détention d'un titre donne droit à autant eh bien de droits de vote, mais on peut avoir des cas de figure où on a une dissociation du nombre de droits de vote par rapport au nombre de titres, et c'est pour ça qu'on a deux chiffres différents. Mais grosso modo, dans la plupart des cas, pour qu'un pacte du trade fonctionne, de manière très schématique, hein, il faut que l'engagement de conservation, il porte sur au moins 34% des parts ou des actions de la structure. Donc si jamais on veut transmettre, plus de 34%, mais qu'on a décidé d'en céder la moitié et d'en donner l'autre moitié, eh bien, il faut faire attention parce qu'il faut que dans le cadre de la donation, on soit sur un engagement de conservation d'au moins 34% des titres de la structure. Donc, les deux mécanismes, les deux opérations se font en parallèle sous réserve du respect des conditions du pacte du trade. Pour la vente des titres, le vendeur, il va récupérer le prix de vente qui est payé par l'acheteur. Il va payer la plus-value éventuelle. Si jamais il a vendu les titres plus cher qu'il ne les a achetés, on va considérer qu'il y a une plus-value. Et là, il y aura une imposition, il sera imposé, lui, sur la plus-value qui est générée. Et généralement, on va avoir, on aura toujours un droit d'enregistrement aussi. Alors, c'est pas le droit d'enregistrement à titre gratuit, c'est pas le droit de mutation à titre gratuit là. On est sur les droits d'enregistrement des cessions, des transmissions à titre onéreux. Et pour les actions de société, donc pour les actions de SAS ou de SA, on est sur un montant de droit d'enregistrement de 0,1% du prix de vente. Et pour les parts sociales, on est sur un montant de 3% du prix de vente après abattement. On a un taux qui est à 5% si jamais la société a prépondérance immobilière. Mais voilà, grosso modo, on devra payer la plus-value, l'imposition de la plus-value sur le gain réalisé, s'il y a un gain qui est réalisé, et dans tous les cas, un montant de droit d'enregistrement de 0,1, 3 ou 5%. Ça, c'est sur la première opération, sur la partie vente des titres, vente d'une partie de la structure. Et pour la donation, avec le pacte du trade, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Pour la donation, le donateur, celui qui transmet, il ne va rien récupérer, il ne va pas récupérer de somme d'argent. Et le donataire, en principe, c'est lui qui règle les droits d'enregistrement. On peut prévoir, hein, que c'est celui qui transmet qui réglera en plus les droits d'enregistrement. Il les règle au barème, dont on vous a parlé tout à l'heure, avec les tranches, hein, de 5 jusqu'à 60 selon le lien de parenté et le montant, après les différents abattements et l'exonération du trade. Donc on aura le montage, c'est relativement simple, hein, c'est de faire deux opérations en parallèle en faisant bien attention à ce que l'une n'interfère pas avec l'autre, et puis ensuite ça déroule sur des schémas différents. Très bien, nous avons 2 questions complémentaires, du coup, qui nous sont parvenues. Je vous propose de commencer avec la dernière. En EIRL avec 100% des titres, peut-on céder la nue propriété de l'entreprise en gardant l'usufruit, mais de seulement une partie des titres? Alors la première question déjà, c'est, on va dire, de manière très générale, c'est sur l'application du pacte du trade aux sociétés unipersonnelles. Donc ça, c'est possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on continue d'utiliser le terme d'engagement collectif, c'est la première partie. Mais depuis quelques années, la loi a évolué là-dessus et il est possible d'avoir un engagement qui est dit unilatéral. C'est le premier engagement, c'est soit collectif, soit unilatéral en fonction du nombre de personnes qui souscrivent à cet engagement. Donc il est toujours possible de transmettre en EURL avec 100% des titres, puisque le donateur, là, dans ce cas-là, prend un engagement unilatéral. Après, est-ce qu'on cède la nue propriété de l'entreprise? Alors là, on est sur une cession. Les cessions des membres. Alors, si on cède, pour le coup, on ne sera pas sur une donation. Les exemples qu'on donne dans le cadre du pacte du trade, ça va être plus être des opérations de donation. Donc là, je ne sais pas si la question était posée comme ça, mais en tout cas, si on considère que c'est une donation de la nue propriété, d'accord, parfait. Merci. Donc, quand on donne la nue propriété, c'est exactement ça. On fait une donation avec réserve d'usufruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne, mais je conserve l'usufruit. Donc, au final, ça veut dire que je donne la nue propriété. Et après, dans une URL, si on veut ne transmettre avec réserve d'usufruit qu'une partie des titres, il n'y a pas de difficulté. Mettons que je veux conserver 50% en pleine propriété sur les 100% que je détiens. Eh bien, je vais faire une donation avec réserve d'usufruit que sur les 50% que je suis prêt à transmettre. Donc, j'aurai à la fin de l'opération 50% en pleine propriété, 50%
en usufruit et les personnes à qui j'ai transmises auront 50%, elles, en nue propriété. Donc, Morgiane, si j'ai rien oublié, si je dis pas de bêtises, la réponse est oui. Tout à fait. Parfait. Et Et donc, donc on a sur une question qui, je crois, est celle de quelqu'un de chez Inextenso. On va y répondre. Donc, en matière de distribution, est-ce que le nu propriétaire peut bénéficier de dividendes sur les réserves? Est-ce que Morgiane, tu veux y répondre? En fait, normalement, c'est l'usufruitier des titres sociaux qui a le droit aux dividendes. Alors après, je crois qu'il y avait eu un arrêt de Cour de cassation de 2015 qui était venu effectivement dire que le dividende qui provenait des réserves facultatives appartenait au nu propriétaire. C'est ça. Alors Voilà, du c'est coup, ça. c'est vrai que Bon. l'utilisation du terme, peut-être qu'on va la corriger. C'est vrai que souvent le dividende, alors bon, c'est pas une règle qui est gravée dans le marbre, mais c'est vrai que souvent quand on entend dividende, c'est la distribution du résultat de l'exercice. Et quand on fait une distribution sur les réserves, fiscalement c'est du revenu de capitaux mobiliers, mais on va pas tout le temps utiliser le terme de dividende. Donc là, en matière de distribution, le nu propriétaire, il a le droit, lui en principe, aux distributions qui sont prélevées sur les réserves. C'est le résultat des exercices précédents. Et l'usufruitier, lui, a droit au résultat de l'exercice distribué sous forme de dividende. Donc oui, le principe, c'est que le nu propriétaire bénéficie des distributions prélevées sur les réserves et l'usufruitier bénéficie des distributions du résultat de l'exercice. Donc le résultat de l'exercice, soit il est distribué aux usufruitiers, soit il est mis en réserve, et à partir du moment où il est mis en réserve, eh bien, il peut être distribué au nu propriétaire. Parfait. Pas d'autres questions ou d'autres questions? C'est pas pour. J'en ai On peut en profité prendre pour un. mettre à l'écran les prochains directs du droit que Super. vous voyez sur les 2 prochains sujets, le 20 juin, le développement à l'international et le 11 juillet, taxe foncière des entreprises. Donc vous pourrez vous inscrire, sur le site Inextenso Avocat. Super. Et donc ce webinaire, ce direct du droit, Agathe, sera disponible sur YouTube, c'est bien ça? Oui, bien sûr, on va vous envoyer à tous les participants le lien du replay. Parfait. Super. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce sera tout bon. Un grand merci pour votre présence, pour votre attention. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Elles ont quelquefois dû être un tout petit peu modifiées, amendées, corrigées. On ne voulait pas répondre à des cas trop spécifiques, donc on a essayé un peu de rendre plus générales ces questions. Mais voilà, si vous avez posé des questions, vous avez probablement retrouvé celle-ci, le sens de ces questions, dans notre présentation. Alors nous avons une petite question complémentaire, si on peut prendre les 3 minutes qui nous restent. Des enfants mineurs peuvent-ils obtenir des titres ou petits-enfants? Alors de manière très générale, on va avoir une difficulté à transmettre des titres à des mineurs, si jamais, le fait de devenir associé de la structure, les rend responsables de manière indéfinie. Si on a comment dire? Une responsabilité qui est limitée aux apports, quelqu'un qui devient associé de SARL ou, actionnaire de SAS, il n'y a pas de difficulté parce que la responsabilité de la personne, de l'associé va être limitée à ses apports, au montant nominal des titres qu'il détient. Donc, au pire, il perd la valeur de ses titres. Donc, de manière très générale, hein, il n'y a pas de difficulté à transmettre à des enfants mineurs ou à des petits-enfants. Alors après, on va avoir d'autres difficultés, hein, c'est en assemblée générale, quand il va falloir faire s'exprimer les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales, qui va être la bonne personne pour représenter le mineur. Donc, c'est d'autres difficultés, c'est pas forcément quelque chose qu'on va conseiller. Donc, a priori, pas trop de contre-indications en SARL ou SAS ou autres sociétés commerciales, à l'exception de certaines qui donnent la qualité de commerce aux associés. Et par exemple, dans les SCI, on va éviter, parce que la responsabilité des associés est indéfinie, donc on va éviter de transmettre ces titres avant que les personnes soit majeur, l'objectif tout simplement, c'est d'éviter que des personnes, le jour de leur majorité, deviennent débitrices de sommes d'argent. C'est pas forcément le meilleur cadeau à faire à des jeunes personnes. Merci encore, Morgiane Cartana, Athilde Jouot pour vos réponses, à toutes ces questions. Merci à vous, tous les participants, et on aura le plaisir de vous retrouver à un prochain direct du droit.
Bonne fin de Merci journée. Agathe. Au Au revoir. revoir. Merci à tous. Au revoir.